Oui, avec un autre élément aussi que j'ai découvert comme beaucoup, qui est le rôle terrible de l'agression sexuelle dans l'enfance, que certaines femmes ne se pardonnent pas rapidement, c'est-à-dire qu'elles culpabilisent par rapport à cette agression, et pendant des années, c'est quelque chose qui les ronge sans qu'elles en soient véritablement conscientes, et à un moment donné, quand elles se rendent compte, puisque maintenant elles peuvent aussi en témoigner ou porter plainte, c'est une sorte d'exutoire de toute cette détresse qu'elles ont vécue, et une façon aussi de se pardonner, c'est d'aller vers une chirurgie esthétique, c'est-à-dire c'est une façon, c'est une renaissance corporelle, une reconstruction. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce comportement? Est-ce que je me trompe ou c'est une réalité? Ah non, je pense qu'il y a... On touche au corps et on touche à l'âme en même temps, on touche au vécu et on a envie de se reconstruire, et les parties sexualisées qu'on a pu bafouer, on a envie de se les réapproprier. Je pense que ça peut être un chemin thérapeutique qui ne doit pas se faire seul, parce que la prise, quand il y a du trauma derrière, et peut-être que vous pouvez sentir, vous, une certaine fragilité du côté de certains patients, et j'espère que aussi votre rôle, c'est parfois de guider les patientes vers un suivi aussi thérapeutique, parce que l'un ne va pas sans l'autre parfois. La partie psychologique, chez les chirurgiens, elle est très atrophique, elle est très faible. J'ai entendu quelques interventions de mes confrères, dont certains sont très éminents, qui insistaient un petit peu en disant « je ne peux opérer une patiente que quand je sais vraiment qui elle est ». Et je trouve que c'est très beau, mais qu'en réalité, pour nous, c'est extrêmement dur, parce qu'on n'a aucune formation psychologique. Et d'un autre côté, si on demande à une patiente, ou si on lui dit « vous savez, ce serait bien que vous alliez voir un psy, je vous aimerais bien avoir son avis, ou il peut peut-être vous aider dans votre anxiété, de façon à ce que l'opération se déroule mieux », les patientes le prennent très mal. Parce que quand elles viennent voir un chirurgien esthétique, c'est pour le bistouri, c'est pas pour la thérapeutique psychologique. Cela, elle peut venir qu'après, mais elle n'imagine pas que cette étape est primordiale et que c'est très difficile pour nous de ressentir aussi cette fêlure. Vous n'êtes pas formé à ça, la patiente se présente sous un jour... pas forcément, voilà, elle ne va pas parler de ses traumas en venant vous voir, hein. Enfin, elle peut parler de ses complexes profonds, mais pas de son histoire de vie, puis encore une fois, c'est pas votre rôle. Et est-ce que vous, en tant que femme, quand vous allez voir un médecin généraliste ou un spécialiste, vous êtes aussi intéressé par cette approche qu'il pourrait avoir en vous posant des questions plus personnelles? Parce que quand nous, on pose une question personnelle à une femme, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il me demande si je suis mariée? Si j'ai quelqu'un, il y a toujours une espèce d'inquiétude. Non, mais qu'est-ce qu'il veut? Et pourtant, comment aborder l'autre si on n'aborde pas sa personnalité en entier? Je pense que aussi médiatiquement, quand vous parlez d'abus, il y a aussi eu beaucoup d'abus dans le domaine médical. Moi, je me souviens, à mes 16 ans, je vais voir pour la première fois un gynéco, et puis il me demande de me peser. Je me mets en sous-vêtements, et il me dit, c'était un vieux gynécologue, il me dit, mais c'est pas comme ça qu'on se pèse, mets-toi à poil. Donc c'était hyper violent, comme. Et puis moi, j'avais intégré, ok, c'est comme ça que ça se passe, en fait, c'est ma première fois, donc... Bon oui, je m'étais dit sur le coup, mais ah oui, c'est vrai que je suis conne, c'est pas comme ça qu'on se pèse, sûrement c'est vrai, alors que c'est ridicule, quoi, les sous-vêtements font 300 grammes. Et c'est vrai que bon, mes amis, on a des micro-trucs comme ça avec les hommes, soit des indélicatesses, soit, voire plus, des comportements complètement inadaptés, ou même au moment de l'auscultation. C'est très bête, mais je pense que ça devrait être la base de la formation thérapeutique, en particulier tout ce qui touche au gynéco, c'est est-ce que je peux vous ausculter? Cette simple phrase, elle met la patiente en confiance, et il y a un consentement qui est posé. Même si elle vient pour se faire ausculter, le fait de poser la question, ça met dans d'autres conditions. Et par contre, au niveau des médecins généralistes que j'ai observé maintenant, c'est que surtout au niveau des femmes, mais je pense que c'est un truc plus général, c'est qu'ils posent beaucoup de questions intimes, justement, au niveau des traumas. Et ça, j'ai trouvé ça bien, parce qu'une des meilleures façons de savoir s'il y a de la violence sexuelle, conjugale ou autre, c'est de poser la question simplement sans tourner autour du pot. Donc la première fois, ça m'a surprise, qu'on me pose des questions comme ça, assez poussées, assez intimes, mais je me suis dit, bah oui, c'est tellement un phénomène de société. Mais pour nous, enfin pour moi, ça avait commencé à la consultation de la silhouette que nous pratiquions avec mon maître qui était le professeur Villain.
Et donc, nous avions à l'époque beaucoup de femmes qui venaient pour des déformations de la silhouette. Et là, depuis toujours, il y avait une psychologue qui assistait. Et on a fait un travail assez important chez ces jeunes filles, ou ces dames qui venaient consulter pour leur déformation corporelle. Et c'est elle qui nous a appris que 60% des patientes que nous avions vues étaient devenues obèses parce qu'elles avaient eu un choc traumatique à cause d'une agression sexuelle et qu'elles avaient donc érigé leur corps comme avec une citadelle de graisse et qu'après elles avaient du mal à s'en débarrasser. Mais le trauma initial n'était jamais abordé par personne. Et ce n'est que très récemment qu'on a mis le doigt sur toutes ces agressions sur des jeunes filles adolescentes. Je pense sur des garçons aussi, parce qu'on voit que dans les écoles privées, il y a eu aussi beaucoup d'attentats. Et donc, cette partie-là fait en sorte que, pour un homme, c'est devenu très difficile de savoir comment aborder une femme, une inconnue. Voilà, le challenge, c'est, on se dit, Don Juan ou Casanova, ils n'avaient aucun problème. Peut-être qu'ils avaient le don de l'italien ou l'espagnol. Oui, et puis ils avaient toute la société aussi qui leur offrait voilà, ils avaient pignon sur rue, on va dire. Ils n'étaient pas questionnés, ces comportements-là, parce que c'était des Don Juan, mais c'était aussi des goujats par plein d'endroits. Oui, peut-être, mais en tout cas, ils avaient la manière. Et en tout cas, pour nous actuellement, rencontrer une femme, c'est au départ, on est un suspect. La difficulté pour un homme, c'est de passer du stade de suspect à celui de quelqu'un qui devient accepté, et ensuite qui devient un partenaire ou quelqu'un qu'on peut désirer, aimer. Enfin. Et je le vois à l'échelle de mon enfant, au niveau de ce que vous disiez dans les écoles, des agressions. Il y a eu le scandale du périscolaire avec 200 animateurs qui ont été répertoriés dans la région parisienne pour avoir des comportements pédocriminels. Donc forcément, maintenant, toutes les personnes qui gravitent autour de mon fils, qui sont susceptibles de le garder, j'ai un filtre où je me dis potentiellement, il paraît bien, mais il faut se méfier. Et je pense que les femmes, c'est pareil, parce que 99% des femmes, c'est les stats, ont vécu des choses, que ce soit un viol, ou que ce soit des attouchements, ou des choses compliquées à ce niveau-là, des agressions, quelle que soit l'intensité de l'agression. Et c'est vrai que la libération de la parole des femmes a été nécessaire à un moment donné, et la prise de conscience des hommes aussi, mais je pense que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se rejouer. Il y a beaucoup de bouquins que j'ai pas forcément lus, mais qui m'intéressent, comment séduire à l'ère de MeToo, notamment il y a un livre qui s'appelle comme ça, si je me souviens bien du titre, et je pense que c'est intéressant justement de repenser la séduction. C'est pas histoire de l'annuler ou de faire deux camps ou de se voir en suspect, c'est de voir que ça existe et qu'on peut passer par d'autres chemins. L'altérité, la séduction, ça existera toujours, mais il faut la réinventer. Est-ce que vous pensez que le système va aussi s'inverser et que c'est les femmes qui vont aller chercher les hommes maintenant? Est-ce que c'est le rôle de la femme d'émettre des signaux pour dire « tu me plais » ? En tout cas, quand on laisse la possibilité, les gens s'en emparent. Et là, on laisse cette possibilité aux femmes. Avant, c'était impensé, en fait, donc ça n'existait pas. Maintenant, ça peut exister, donc oui. Puis il y a même des sites de rencontres qui sont pensés autour de cette dynamique. Par exemple, Adopte un mec, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une appli très connue comme Tinder, ça vous parle? Tinder, oui, je connais. C'est un des concurrents plus sérieux, on va dire. Et le logo, c'est une femme, une silhouette de femme comme dans les toilettes, vous savez, en jupe, qui met un homme dans son caddie. Et c'est vraiment le principe où c'est la femme qui choisit si on peut lui parler ou pas et qui adopte un mec. Donc il y a vraiment cette dynamique-là qui s'installe. En tout cas, au terme de cet entretien, une des conclusions, c'est une vieille conclusion que donnaient nos parents. Il ne suffit pas d'être beau pour plaire. Exactement. Et tant mieux, quelque part. Il ne suffit pas d'être belle pour même séduire ou même garder un homme. Oui, bien sûr. Et garder une femme aussi. Et garder une femme. Alors, c'est vraiment peut-être pour la fin de notre entretien. Qu'est-ce qui fait qu'un couple dure? Sur le plan toujours de la beauté, de l'attirance ou oui, en général? de l'attirance.
Sur le plan de l'attirance, on peut pas, quand on mise sur le long terme, on ne peut pas miser que justement sur la beauté, parce qu'on a besoin justement de complicité, de cet art subtil de la conversation, de se connaître, voilà. Moi je sais, je parle très personnellement, mais j'adore justement ce sentiment de flirt du début, et du coup on va souvent se voir dans des contextes différents, et ça c'est ça attire beaucoup le désir, où je vais le voir dans dans son contexte professionnel, ou dans le contexte où il parle à d'autres gens, et lui pareil, quand il va me voir à mes shootings ou en train de m'exprimer sur les réseaux, etc., il me sort du contexte de l'intime, et ça va raviver le désir, parce qu'on se dit, bah oui, la personne, elle est pas que dans mon petit monde, elle appartient aussi au monde quelque part, et voilà. Donc je pense que c'est bien de se voir dans d'autres contextes et de continuer cette phase de flirt, où par exemple, nous on est dans l'ascenseur, et là je dis, vous allez à quel étage, et on fait... on joue le jeu de se rencontrer de nouveau en fait. Et ça a aussi une autre conséquence, c'est que quand on en vient comme chirurgien à opérer une patiente qui est mariée depuis longtemps, moi je demande toujours, qu'en pense votre mari? Et donc il y a deux réponses qui nous arrivent. Il y a des femmes qui nous disent, mais c'est mon corps, je fais ce que je veux, mon mari n'a pas d'importance. Et pour nous c'est un peu suspect. Ah oui? Oui. Et puis il y a au contraire des femmes qui disent, mais mon mari est au courant, il m'encourage, il me voit toujours belle, parce que c'est un homme qui connaît une femme et qui est amoureux d'une femme, garde cette impression visuelle du moment où il l'a rencontrée, c'est une image qu'il a dans sa tête et dans son cœur, et la femme qui vieillit ne le voit pas, parce que pour lui c'est toujours celle qu'il a rencontrée. Et donc ça se passe toujours beaucoup mieux, parce que cette femme, supposée qu'elle se fasse opérer, si elle est comme ça, elle repousse l'idée d'un compagnon qui l'accompagne, s'il y a une complication, elle se trouve seule, elle est vraiment dans la misère, dans le drame. Alors que si vous avez une complication et que votre compagnon, mari, ami, amant, était au courant et vous a soutenu, eh bien, il va vous aider à surmonter cette phase et à transformer ce qui était un échec en succès, peut-être pas à 100%, mais au moins ça va vous rasséréner. C'est important. Après moi j'ai une vision où quand on est marié on est une seule chair, donc voilà, pour moi ce serait très important d'échanger sur les modifications corporelles, et que ce soit lui ou moi, mais bon, je peux comprendre que ce soit un choix très personnel aussi, mais c'est bien de poser la question, en tout cas ça laisse une ouverture sur le champ relationnel de la patiente et comment elle peut être entourée avant, après, pendant son opération. Alors voilà, donc la conclusion, il ne suffit pas d'être belle ou beau pour séduire. Exactement. Il y a une approche très particulière et qu'on n'apprend pas finalement. Non, personne ne nous l'apprend. Mais je pense qu'il faut, voilà, qui ose gagne, et puis mais avec panache, avec subtilité. Eh bien, profitez tous de ces conseils avisés de Meggy. Et de Vladimir. Et de Vladimir.